bonjour à tous et bienvenue sur Cardio Online. Je suis Nicolas Melvaux du CHU de Besançon et j'ai le plaisir de partager cette session avec Jean-Philippe Collet de la Pitié-Salpêtrière, session consacrée aux enjeux pour l'anticoagulation orale en cardiologie interventionnelle en 2021. Alors, pour être synthétique, je vous propose d'animer le débat à partir d'une situation clinique qui m'amènera à poser des questions à Jean-Philippe Collet, qui, je vous le rappelle, a chéré les dernières recommandations de la Société européenne sur la prise en charge des syndromes coronariens aigus et ST-. Alors Jean-Philippe, bienvenue. Si tu le veux bien, on va aborder la situation d'un patient qui serait pris en charge pour un syndrome coronarien aigu, à la phase aiguë, un patient qui aurait des antécédents de fibrillation atriale traité par un traitement anticoagulant. Et la première situation que j'aurais voulu que nous abordions ensemble, c'était celle de la conduite à tenir concernant le traitement en amont de la coronarographie chez ce patient, je le répète, avec syndrome coronarien aigu, recevant un traitement anticoagulant Péros dans le cas d'une fibrillation atriale. Alors bonjour Nicolas, merci de ton invitation. Donc quand la probabilité du diagnostic est très élevée, donc on veut aller vite, et le message clé c'est il faut voir l'anatomie avant de pouvoir avancer et d'initier les traitements, en particulier les traitements antithrombotiques. Donc, si on estime que le risque hémorragique n'est pas très élevé, on fait de l'aspirine et ensuite on va au plus vite pour l'anatomie. C'est-à-dire que si on a l'angiographie sur place, c'est l'angiographie. Si on a la possibilité d'avoir un scanner rapidement, eh bien on fait le scanner. Le message, c'est pas de pré-traitement avec des inhibiteurs du P2Y12 tant qu'on n'a pas l'anatomie chez ces patients sous anticoagulants oraux. Comment est-ce que tu gères alors à ce moment-là, à la phase aiguë, le traitement anticoagulant dans l'hypothèse où le patient justifierait d'une angioplastie coronaire? Alors, à partir du moment où on a l'anatomie et la décision est prise de faire l'angioplastie, on évite d'arrêter les traitements anticoagulants, c'est-à-dire pas de relais, sauf des situations très spécifiques comme les surdosages aux AVK avec l'impossibilité d'avoir une voie radiale. Et on rajoute une anticoagulation parentérale, en général de l'héparine fractionnée, des HBPM, en tout cas pour tous les patients qui sont sous AOD. Et puis en général, pour les patients sous AVK, on rajoute une anticoagulation parentérale quand l'INR est à moins de 2,5 pour éviter essentiellement les thromboses sur cathéter. Donc c'est assez simple. Je suppose naturellement que tu vas interrompre le traitement parentéral à l'issue de la procédure et va se poser la question donc du traitement antithrombotique à l'issue de cette procédure, en tout cas pour les premières semaines, les premiers mois, et dans ce cadre-là, évaluer à la fois la balance entre le risque ischémique et le risque hémorragique. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes en pareilles circonstances? Alors, sur qui doit-on s'appuyer? Alors, on utilise les scores pratiques pour évaluer le risque hémorragique. ARC-HBR marche pas mal. Ça, c'est le premier point, parce qu'il intègre un peu toutes les caractéristiques des patients et puis les comorbidités. C'est assez facile, c'est un peu comme les scores diagnostiques de l'endocardite. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est la complexité, disons, de la maladie coronaire et puis du geste d'angioplastie qui va être fait. Et l'idée, c'est que si on est dans une situation où l'anatomie est compliquée, il y a du thrombus, on peut faire un inhibiteur du P2Y12 parentéral comme le Cangrelor. Ça probablement diminue le risque d'infarctus périprocéduraux, en tout cas de complications, puisqu'on n'a pas envie d'utiliser les anti-GP de B3A IV. Et puis ensuite, pour la durée de la trithérapie avec le clopidogrel en général, c'est à peu près au minimum 7 jours. Ça, c'est la stratégie par défaut. Donc après, il y a des petits cas particuliers. Est-ce qu'il y a justement des situations au cours desquelles tu pourrais être amené à privilégier les molécules les plus efficaces que seraient le prasugrel ou le ticagrelor, en tout cas pour une période temporaire? Alors la réponse est oui. Alors on est un petit peu en désaccord avec les gens de la fibrillation atriale, mais globalement on a bien écrit dans ces recommandations que dans les situations où le risque cardio-embolique est faible et l'indication de l'anticoagulation discutable chez les patients qui sont en rythme sinusal, mais c'est discutable de façon temporaire, on peut être amené à interrompre les anticoagulants oraux et faire une bithérapie antiagrégante, comme tu le suggères, avec aspirine ticagrelor ou aspirine prasugrel. Alors, les rythmologues, ce qu'ils ont peur, c'est qu'on reprenne pas les traitements en aval. Mais on n'a pas beaucoup de données, mais c'est une chose qui peut très bien s'entendre dans des situations particulières, donc du cas par cas.
On est d'accord aussi pour préciser que si on était amené à maintenir le ticagrelor ou le prasugrel associé à un anticoagulant oral, en aucun cas on ne peut y joindre la prise d'aspirine. On se place dans une situation plutôt de bithérapie où tu as une vision différente des choses. Non, je pense que c'est une approche acceptable à partir du moment où on est dans des situations un peu compliquées, comme par exemple l'allergie à l'aspirine, ou par exemple des patients qui ont récidivé des événements sous aspirine associés à l'anticoagulation parentérale. Donc là, c'est des situations qui existent, hein, et on peut, je veux dire, il faut savoir y répondre. Donc, on a quand même des études comme par exemple Augustus ou Pionir, où les patients ont été sous inhibiteurs forts du P2Y12 pendant quelques temps. Alors évidemment, c'est des patients sélectionnés puisque c'est des études randomisées. C'est pas forcément les patients les plus à risque hémorragique, mais c'est une situation possible et il faut avoir ça en tête. Il est recommandé de privilégier les anticoagulants oraux directs et en particulier à pleine dose. Est-ce qu'il reste une place pour les antivitamines K et quelles sont les situations dans lesquelles on est encore amené à les prescrire dans un cadre de syndrome coronarien aigu en fibrillation atriale? Moi, je pense que c'est vraiment les contre-indications aux AOD. Donc, il n'y en a pas beaucoup. C'est la valve mécanique, et éventuellement les insuffisances rénales terminales, en sachant qu'on a des très belles données, par exemple, notamment avec l'apixaban chez le patient dialysé ou chez le patient d'insuffisance rénale terminale, où ça fait vraiment aussi bien, voire mieux, et bien mieux que les AVK sur le plan de la tolérance. Alors, c'est pas randomisé, mais ça a le mérite d'exister. Donc, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de situations où vraiment l'AVK s'impose. Qu'est-ce que tu recommandes de faire après un an si on considère donc que dans ta stratégie par défaut, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on privilégie une trithérapie antithrombotique en période périprocédurale ou jusqu'à la première semaine de traitement, qu'ensuite on instaure une bithérapie associant clopidogrel par exemple et AOD, quid de la convitatinib thérapeutique après 12 mois? Alors, la trithérapie, elle a durée variable, hein, c'est-à-dire que c'est entre, en moyenne, 7 jours et 1 mois. C'est-à-dire que ça dépend du risque hémorragique. Quand le risque ischémique est très élevé, c'est plutôt 1 mois. Quand le risque hémorragique prévaut, c'est 7 jours. Et ensuite, la durée de la double thérapie, c'est-à-dire l'AOD avec le clopidogrel en général, il est aussi à durée variable. Hein, c'est-à-dire que quand on est dans des situations à très haut risque hémorragique, c'est-à-dire le patient qui a un score ARC-HBR à 2 ou plus, c'est-à-dire 2 critères majeurs, eh ben on va pouvoir être en mesure d'arrêter au bout de 6 mois et puis ensuite laisser un AOD seul. Alors, c'est des situations qui sont pas très fréquentes, mais ça existe. C'est les hémorragies qui perdurent avec l'anémie qui s'installe. Et puis, en général, à 1 an, si l'anatomie n'est pas compliquée, le patient n'a pas fait d'événement, eh ben, on peut se poser la question d'arrêter le clopidogrel. Et on a quand même des études qui le démontrent, notamment l'étude japonaise FIRE, qui montre que quand même, il y a moins d'événements ischémiques et moins de complications hémorragiques. Donc après, encore une fois, c'est du cas par cas, mais ça montre que à chaque étape, il faut se reposer toujours les questions. Et je pense que le message derrière, c'est avoir en tête l'anatomie coronaire, et c'est souvent l'information qui manque. Est-ce que tu penses qu'il n'est pas légitime d'envisager dès la sortie de l'hôpital du patient, dans son courrier de sortie adressé au correspondant, les modalités telles qu'on les envisage concernant la durée du traitement antithrombotique, en particulier de la triple association, si on la prolonge, comme tu viens de l'évoquer, plus qu'une semaine, c'est-à-dire 1 mois et parfois plus, et les modalités jusqu'à 1 an de traitement, de façon à ce que on soit à peu près sûr qu'il n'y ait pas de gag dans le relais et le suivi du patient ultérieurement? Alors, stricto sensu, le compte-rendu, en fait, il doit être purement descriptif de l'intervention que tu as fait. Mais je pense qu'il faut quand même se mouiller parce qu'en fait, l'expérience montre que on ne change pas finalement l'ordonnance de sortie des patients, ou en tout cas peu. Et c'est bien dans ces situations qui sont quand même pas simples, en particulier pour nos collègues cardiologues de ville qui ont pas forcément eu le patient en charge, ou nos collègues qui assurent la réhabilitation après, de se mouiller un peu et donner des indications. Et moi, je pense que je suis tout à fait en accord avec ce que tu proposes, de dire que on veut plutôt le maintien d'un traitement long cours, compte tenu eh bien du risque ischémique. Et ça, c'est bien de le dire. Merci beaucoup pour tes réponses éclairées et ton expertise. Je pense que si on doit conclure cette session,
consacrée aux enjeux de l'anticoagulation orale en cardiologie interventionnelle. On pourrait retenir 3 points qui me paraissent essentiels. D'une part, aujourd'hui, privilégier dans les associations d'antithrombotiques les anticoagulants oraux directs plutôt que les antivitamines K. D'autre part, adopter par défaut, en première intention, une stratégie qui privilégierait la bithérapie antithrombotique associant un anticoagulant oral direct avec du clopidogrel pour une période d'1 an, avec une trithérapie qui se limiterait aux premiers jours qui font suite à la procédure d'angioplastie jusqu'à 1 semaine, mais garder à l'esprit qu'il y a des patients à haut risque thrombotique et ischémique pour lesquels il est difficile de s'affranchir précocement du traitement par aspirine et qui, eux, vont justifier d'une trithérapie antithrombotique pour une période d'1 mois, parfois un petit peu prolongée. Voilà, j'espère que cette session vous aura permis de vous éclairer sur cette stratégie de traitement antithrombotique en cardiologie interventionnelle chez le patient en fibrillation atriale. Merci à Jean-Philippe, merci à Cardio Online et bonne soirée à tous. Merci Nicolas.